Bonjour Béatrice, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui. C'est vraiment un très grand plaisir que tu aies accepté cette invitation. Un plaisir partagé. Merci. Le but de cette interview est de faire un peu plus ample connaissance avec toi, de connaître un peu les charges émotionnelles que tu as pu vivre, des stress, des émotions inconfortables, et puis de savoir un peu comment tu as pu les gérer. Et Mhm. puis voir un peu ton parcours, comment il s'est déroulé, et puis comme tu es spécialisé dans différentes choses, j'aimerais un peu les aborder aussi. Euh, Ok. voilà, c'est vaste. On va essayer de rester dans l'heure, mais Ah, j'ai cru que c'était une journée en fait. D'accord, une on heure. Bon, bah, verra. ok. On verra bien. On va condenser. Si ça déborde, ça déborde. C'est comme ça. Je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Tu es comédienne, coach, conférencière en intelligence émotionnelle, Mhm. chroniqueuse radio. Tu as débuté ton parcours dans le tourisme où tu réalisais des prestations sur mesure pour des entreprises de divers secteurs. Absolument. Ouais. Ensuite, tu as eu un parcours dans l'éducation nationale où tu es resté à différents postes, où tu es resté pendant 22 ans, je crois. Ça s'appelle une dark side. Ouais. Tu as quitté l'éducation nationale pour te lancer en tant que coach, formatrice et puis conférencière en intelligence émotionnelle. Exactement. Tu as créé un spectacle, tu es devenue comédienne humoriste, ton spectacle s'appelle One Man Show, c'est ça? Oui. Ouais. Et le premier même s'appelait Sourire à l'école de la vie. Voilà, c'est ça, Sourire à l'école de la vie, je l'avais appris. Et puis, je crois que dernièrement, tu animes des chroniques dans une radio, Exactement. c'est ça? Ouais. Très bien. Tout à fait. On peut te retrouver sur Facebook et sur LinkedIn, sur les pages Béatrice Fornari ou sur Be Enjoy Attitude. Oui. Pas Ouais. retrouver de site. Il n'y a pas de site internet. J'ai fermé mon site il y a quelques temps et je ne l'ai pas. Il n'y a pas de site internet. Très bien. Donc Facebook ou LinkedIn, si on veut te Ouais. retrouver. Exactement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation? Ben, tout est parfait dans ce que tu as dit. Je crois que dans l'éducation nationale, en fait, si je compte, j'ai dû rester peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, mais on s'en fiche un peu. Sinon, le parcours est exactement celui-ci. J'ai un parcours de voyageuse. Voilà, je suis passée du voyage extérieur que j'organisais pour les personnes, des voyages atypiques quand même, hein. Je faisais un petit peu des voyages décalés, au voyage intérieur, toujours autant décalé. Mais voilà, donc c'est mon chemin, le voyage. D'accord. D'ailleurs, ton parcours est riche sur le plan professionnel avec de multiples facettes et expériences. Et qu'est-ce qui t'a amené à devenir coach en intelligence émotionnelle et à vouloir faire de la scène, réaliser un spectacle? Qu'est-ce qui t'animait dans ça? Parce Alors, que des personnes qui quittent l'éducation nationale, je ne sais pas, j'en connais pas énormément. Alors, au début, je n'étais pas partie pour quitter l'éducation nationale parce que quand j'ai commencé mon parcours, on va dire comme ça, de formation hors éducation nationale, parce que on m'avait mis en maternelle et je ne comprenais pas comment ça fonctionnait un petit, en fait. Et quand on a 32 dans une classe, tu sais que tu as des émotions partout, ça parle à moitié, mais ça ne parle pas, tu n'as pas le décodeur et tu es un peu perdu. Et là, je le dis un peu en souriant, mais il y a vraiment des jours où tu te sens seul au monde dans cette classe et pourtant, tu as un programme, il faut que tu leur apprennes des choses. Donc, je suis partie me former pour savoir comment ça se passait, c'était quoi la communication non verbale, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau, parce que on n'a pas forcément de formation non plus ni en psychologie de l'enfant, ni en comportement, ni en réaction émotionnelle et tout ça. Et de fil en aiguille, je me suis intéressée de plus en plus à ce qui se passait dans notre cerveau et comment celui-ci fonctionnait, et que chaque cerveau est particulier et que chaque mécanique est unique, et que plus tu vas la connaître, et mieux ça va aller en toi, donc avec les autres. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis intéressée à tout ce qui participe du monde des émotions et un peu plus à l'intelligence émotionnelle, puisque j'ai fait, il y a une dizaine d'années de ça, un DU, un diplôme universitaire de neuropsychopédagogie, donc on dirait maintenant de neurosciences, sur 2 ans. Et la première année, j'ai suivi des cours qui expliquaient comment fonctionnait le cerveau dans son intégralité. Et la deuxième année, on devait se spécialiser, parce que dans la médecine, ils aiment bien comme ça, spécialiser. Donc, soit on faisait neurosciences cognitives,
Et tout ce qui est un peu plus le cortex, donc réflexion, raisonnement, séquentiel, etc., sont faisait neurosciences affectives et sociales. Donc tout ce qui était plutôt du domaine du limbique, sachant que tout est connecté, hein, et donc du système des affects. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis formée là-dedans et j'ai voulu développer ça dans l'éducation nationale, puisqu'après, j'ai passé des concours en interne et je suis devenue responsable de formation. Donc, c'est moi qui établissais tous les plans de formation de l'Académie de Lyon. Donc, je me suis dit, mais c'est cool. Je vais mettre gestion de groupe, gestion des émotions, tout ça, je vais mettre ça là. Et puis, en fait, ils ont dit non. Et ben, du coup, c'est pour ça que je suis partie. J'ai quitté l'éducation nationale en me disant, moi, je crois que j'ai un rôle à jouer. En tout cas, c'est quelque chose qui vibre en moi et j'ai envie de partager ce que j'ai appris. Alors, ça m'a un peu déchiré le cœur parce que j'adore les enfants. C'est mon monde, les enfants. Et donc, mais quand même, à préciser que le directeur académique de Lyon et la rectrice de l'académie étaient OK pour le déploiement de ce plan de formation. Le frein et le blocage, ça a été un peu plus haut. Un peu plus haut. Je ne développerai pas. Je ne développerai pas particulièrement et donc je me suis fâchée avec personne. Mais j'ai dit au directeur académique, c'est que si on ne peut pas faire ça, moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Expliquer aux gens comment ça fonctionne, leurs émotions, comment se sentir mieux dans tel cadre, comment on peut optimiser notre communication avec ça. Et du coup, ça a été un travail de cohésion pour que je sorte de l'éducation nationale. Je ne suis pas sortie fâchée parce que l'éducation nationale refuse ta démission sans problème. Ce n'est pas un souci, ça. On te refuse ta démission, etc. Donc, j'ai trouvé d'autres chemins. Et puis, j'ai compris à ce moment-là que les émotions, c'était quelque chose de comme un petit peu tabou pour les gens, un peu lourd. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis mon goût pour l'improvisation, que je déployais dans des cours à titre privé, et bien au grand jour. Et j'ai dit, ben là, avec tout ça, il faut que j'écrive un spectacle. Et donc, j'ai écrit un spectacle qui crée un lien entre l'univers émotionnel des enfants et le monde émotionnel des adultes pour leur montrer qu'en fait, avec les émotions, on est tous au même niveau, quoi, quasiment. Et que tant qu'on n'apprendra pas à connaître, à comprendre, ben, on ne pourra pas gérer et on ne pourra pas se sentir mieux. C'est la raison aussi pour laquelle je suis montée sur scène. Je suis fan d'impro depuis toujours, de faire rire les gens et l'apprentissage, c'est beaucoup mieux quand la légèreté n'implique pas le manque de sérieux ou le manque de professionnalisme. Et du coup, c'est la raison pour laquelle je suis montée sur scène. Voilà, pour faire comprendre aux gens que finalement, les émotions, c'est juste un truc de plus dans leur vie à connaître et à comprendre. Mais que le pouvoir des émotions, il va être bénéfique pour nous quand on saura quoi en faire et quand on le connaîtra. Sans ça, il peut être non seulement maléfique, mais en plus destructeur. Donc, voilà ce qui m'a amené sur scène, ce qui m'a amené à faire des conférences, ce qui m'a amené à être coach, parce que je ne savais pas comment m'y prendre et j'ai appris en fait une posture. J'ai appris une posture d'écoute, j'ai appris l'art de questionner, j'ai appris l'art de considérer les autres. Je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique, donc j'ai appris à percevoir aussi les choses de manière différente, à élever mon système de croyance vers un objectif. Voilà, j'ai appris toutes ces petites choses qui sont peut-être des micro-éléments, mais qui, mis bout à bout, ont créé ce que je suis devenue aujourd'hui, quoi. Voilà. Ça a révélé des choses, ça ne m'a pas changé, ça a révélé. Ça a révélé, ça t'a permis de les mettre en application. Carrément. Et quand tu dois parler devant des centaines de personnes, tu as un rituel pour garder toutes tes facultés et être focus sur ce que tu dois faire ou c'est vraiment toujours de l'impro? C'est jamais de l'impro. C'est jamais de l'impro. Alors, j'ai pas entendu, ça a bloqué un petit peu toute ta question. Donc, est-ce que j'ai un rituel pour avant de parler? Quand tu vas parler devant des personnes, est-ce que tu te prépares, tu as un rituel pour te préparer? Et quand tu es sur scène, est-ce que c'est bon, c'est parti? Ou tu as des petits trucs pour, au cas où, pour te rattraper si jamais je sais pas moi, par exemple, tu peux avoir un trou ou un trou de mémoire ou tu perds le fil ou je sais pas. Ouais. Alors, deux choses. Pour l'avant-scène, oui, j'ai des rituels. J'en ai pas un, j'en ai plusieurs. Un rituel qui vise à me mettre en basse énergie, du côté positif, c'est-à-dire un rituel d'apaisement, en fait, de sérénité. Voilà, comme ça.
Donc là, j'ai une musique que j'écoute qui est assez tranquille. En général, c'est du 432 Hertz, la fréquence. Ouais. Donc, c'est vraiment apaisant. Ça, c'est à peu près 2 heures avant que je rentre sur scène, comme ça. Ça me prend 15-20 minutes et ça pose. En fait, Et ça me il vous pose. reste 20 minutes à l'écouter, Euh, à peu près. Ouais, une quinzaine de minutes. Et j'ai un rituel aussi corporel, physique qui va avec et visuel. Donc en fait, c'est toujours je nage dans une eau qui est dorée et rose. Enfin bon, bref, ça peut paraître un peu bizarre là du coup pour l'interview. Oui, parce que les Mais 400 Hz, les 422 Hz, c'est une fréquence très particulière qui oui, permet vraiment d'apaiser, donc c'est intéressant. Oui. voilà. Et alors Mozart a écrit certaines de ses musiques, il paraît, en tout cas, ou Oui, alors on les a remasterisées, mais dans cette fréquence-là. Et oui, puis certainement d'autres musiciens, mais j'aime beaucoup Mozart particulièrement. Mais il y a des tas de fréquences, des tas de musiques de méditation quoi qui sont sur cette fréquence. La 396 est bien aussi, mais elle n'a pas exactement le même effet pour moi, mais elle nettoie beaucoup, la 396 Hertz. Donc c'est vrai que quand je me sens, quand j'ai vécu des semaines ou des journées qui étaient peut-être un peu plus pesantes, bah, je peux changer un peu. En tout cas, c'est 2 heures avant. 2 heures avant, je fais quelque chose de très apaisant. Mais je le fais en marchant. Et c'est le point commun entre mes deux rituels. C'est-à-dire que je marche, mais de manière très lente. Limite, je ferme les yeux, donc je sais, je pourrais même me cogner au mur ou tout ça. C'est très, très lent comme rythme, mais il y a quand même une certaine dynamique. Okay, je ne suis pas assise sur ma chaise en état de méditation de pleine conscience. Ce n'est pas du tout ça, le truc. Donc là, j'ai une visualisation avec une image précise parce que c'est important et c'est ce qu'on appellerait, pour les personnes qui connaîtraient la PNL, c'est ce qu'on appellerait des ancrages émotionnels. Okay, c'est-à-dire que j'ai un ancrage particulier, en fait, corporel. Donc, mon ancrage de calme, c'est celui-ci. Voilà. Et donc, je me mets comme ça et je marche. Et en fait, ça fait monter en moi cette énergie de calme. Évidemment que comme je le fais depuis des années, mon cerveau, il a automatisé le truc. Il a compris que quand je fais ça, j'ai ma musique, l'image, ça me calme. Okay, après ça, je peux aller discuter avec d'autres gens, je peux faire d'autres choses, mais ça s'est quand même bien posé. Et en revanche, peut-être une demi-heure avant que j'entre sur scène, je ne fais pas exactement, c'est moins lourd quand c'est une conférence, mais ça, c'est quand c'est un spectacle, parce que j'ai un texte de 25 pages à retenir dans ma tête, et donc je dois être très concentrée, et c'est des rituels pour être, comment on va dire ça focus. euh, Ouais, voilà, focus et présente à l'ici et maintenant, en fait, pour n'avoir rien qui vient me perturber. Et là, par contre, c'est une musique qui s'appelle Opus, je la nomme, hein, et qui est hyper dynamisante. Elle commence un peu tranquille, mais plus elle va et plus j'ai envie de monter sur scène. Parce qu'en fait, ça fait extrêmement peur. Que ça, quand tu regardes par le rideau, mais même une conférence ou quoi, mais même des fois quand il y a 12 personnes ou 20 dans un café-théâtre, c'est qu'à chaque fois que tu dois te produire devant les autres, il y a plein de gens, ils viennent me voir, ils disent oh là là, moi j'ai peur de prendre la parole en public, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Bref, peu importe. Il faut dire que le stress, tu l'as tout le temps, hein, en fait. Donc, plus tu vas être configuré dans quelque chose qui est confortable pour toi et qui te met à l'aise, mieux ça va l'être. Donc, moi, j'ai besoin de basse énergie, tranquillité, et après que ça monte. Parce qu'il me faut de l'énergie pour être sur scène. Et pour y aller. Ouais. Ouais, j'ai besoin d'en envoyer aux gens, et donc, je ne pourrais pas monter super calme là, sur scène parce que ça veut dire que le moteur, je le mets en route au bout d'une demi-heure. Donc, comme le spectacle dure 1 heure. Ouais. Faut que ça soit en route avant, au moment où ça démarre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. C'est que je suis déjà en route quand j'arrive sur la scène. C'est exactement ça, ouais, D'accord. carrément. Ok. Et puis, la petite chose dont tu parlais, ça me parle beaucoup parce que moi, ma plus grande peur, c'est d'oublier mon texte. Mm. Ok, c'est c'est d'oublier mon texte. Donc, j'ai effectivement je ne sais pas si c'est des rituels, mais oui, que j'ai mis en place au cas où j'oublie mon texte et du coup qui me sécurise. Et du coup qui me permettent de gérer mon stress d'une autre manière, mais en tout cas pas de manière négative en me disant là, si j'oublie mon texte, c'est mort. Non, c'est que je me dis, si j'oublie mon texte, les gens ils vont encore plus t'aimer, tu vois. Parce qu'ils vont se dire, elle est humaine. Et donc, c'est en ayant ce système de croyance un peu déplacé, et Mm. donc en changeant mon système de pensée, que je bouscule mon stress, mais je l'ai quand même, hein, j'ai quand même peur. Ben, du coup, j'ai des petites choses. Alors, par exemple, sur la scène, je fais chanter, dès que j'arrive sur la scène, je dis aux gens, bon, vous savez que moi, je suis vieille. Il y a un truc, c'est qu'à tout moment, je peux oublier mon texte. Je vous le dis très clairement. Donc, on va se mettre d'accord directement sur le rituel.
c'est que, alors, bon, tout le monde connaît Promenons-nous dans les bois. Donc, si je vous demande de chanter, allez-y, faites voir. Donc, les gens, ils chantent. Je dis, ben voilà. Donc, vous voyez que si je vous fais un signe comme ça, là, d'accord, vous chantez. Et là, je vous promets que vous allez me sauver la mise parce que ça veut dire que j'ai oublié mon texte et j'aurai le temps d'aller dans les coulisses pour le lire et revenir sur scène. Et on pourra continuer le spectacle. Super. Et ça, c'est une manière de gérer mon stress, mais je le fais d'entrée de jeu, en fait. Donc, ça fait rigoler les gens. Mais ils me disent, mais c'est une grande malade. Sauf que quand ça arrive vraiment dans le spectacle et que je le fais, ils ne savent pas si c'est vrai, si j'ai oublié mon texte ou pas. Oui. Et moi, je suis super à l'aise. Alors là, je m'arrête, donc, puis je regarde un peu à droite à gauche, je fais, ça ne reviendra pas. Allez-y, vous avez le temps de chanter la comptine. Allez-y pour la comptine, j'y vais. J'en reviens. Hein. Et en fait, à la fin du spectacle, ils me disent, mais c'est vrai que tu avais oublié ton texte ou pas? Et là, j'ai tout gagné parce que ça veut dire que j'ai réussi à gérer un stress sans qu'ils s'aperçoivent que vraiment, j'aurais pu être très, très mal. Quoi. En fait, pour eux, ça fait partie du spectacle. C'est comme Oui, si c'était intégré dans le spectacle, ils en c'est savent ça. pas. Ils peuvent pas le savoir. C'est D'accord. ça. Ok. Voilà. C'est une manière de faire. Oui, c'est pas mal. C'est bien. C'est sympa. Voilà. Tout au long de ton parcours, tu as dû rencontrer pas mal de freins et j'imagine pour ton développement. Et ces freins, ils étaient plutôt externes ou internes? Alors, au début, j'ai cru qu'ils étaient externes, Ouais. évidemment, parce qu'on croit toujours que c'est de la faute des autres et que ceci, et que cela, et que voilà. Et puis, petit à petit, on se retourne le truc contre soi, on se dit, ah, j'ai pas fait les bons choix, oh là là, ça c'était trop nul, ah bah ça machin. Donc là, on rentre, en tout cas moi, je suis rentrée dans quelque chose qui m'a beaucoup culpabilisée. J'ai passé un temps, même j'avais un peu honte. C'est que je me dis, c'est vrai que quand même, on va dire que j'ai pas fait le meilleur choix du monde. Bah donc, on a un peu honte d'en parler aux autres. On se dit parce que là, on peut plus dire que c'est de la faute de l'autre, du banquier ou de je sais pas qui, ou de notre mari ou de je sais pas qui. Mm. Donc, on se sent coupable, en fait. Ça a été une deuxième période que j'ai vécue dans les freins que j'ai rencontrés dans ma vie, et jusqu'au moment où on se rend compte qu'en fait, à l'intérieur de nous, il y a un petit nœud, une espèce de pelote de laine qui est légèrement emmêlée, et que tant qu'on ne sera pas allé la démêler, bah, ça ne va pas démêler le reste, quoi. Donc, c'est ce que j'ai compris. Alors, au bout du bout, pour répondre à ta question, les freins, ils étaient bien évidemment internes. Et puis, le fait de ne pas les gérer, bah, ça les a amplifiés et puis ça les emmène sur l'extérieur. Et comme c'est la première chose que l'on voit, parce que l'invisible, il n'y a que les enfants qui le voient, eh bien, on s'en prend à la première chose qu'on voit. Donc, les autres, l'environnement, la société, enfin, je reviens avec le banquier, notre banquier, l'épicier, notre mère, notre conjoint, nos enfants, tout le monde y passe. Hein. Voilà. Parce que on ne nous a jamais expliqué, en fait. Mm. Et est-ce que tu as eu des rencontres, des personnes qui t'ont pu euh, te pousser, te permettre, ou des impulsions qui t'ont permis d'évoluer et d'aller de tendre vers ce que tu voulais? Ah ben, carrément. On a toujours, c'est clair que quand on rencontre sur notre route des personnes qui nous inspirent, ça peut être intéressant de se rapprocher d'elles. Et moi, une des personnes qui m'a le plus inspirée sur mon parcours, en tout cas qui m'a permis justement de changer peut-être d'état d'esprit, non, j'ai toujours été optimiste, mais quand même de voir les choses différemment, c'est Mm. Paul Pironnet, qui fait de la programmation neurolinguistique en France et puis un peu au Québec et des fois en Belgique, au Maroc, enfin bref, voilà. Et j'avais suivi quelques vidéos de lui. Alors, à l'époque, hein, donc les vidéos, c'était plus celles de maintenant. J'avais acheté un programme d'audio, etc. Et j'écoutais ça. Et petit à petit, je m'imprégnais de ce que ça disait. Alors, au début, ça fait un peu bizarre parce que ça bouscule quand même beaucoup de nos croyances. Tu vois que nous, on est très binaire, on croit qu'il y a ci, qu'il y a ça, etc. Et un jour, je me suis dit, bah, écoute, il va falloir que j'aille faire une formation quand même en vrai. Et puis pour le voir en vrai. Parce que ce qui serait vraiment pète sa mère, comme je dis dans mon spectacle, autrement dit, vraiment bénéfique pour moi et, et enrichissant, c'est que je travaille avec lui, quoi. Donc ça va devenir mon leitmotiv. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Ça fait 10 ans ça. Et du coup, moi, je suis allée faire tout le cursus, j'ai fait toutes les formations. Et cette personne-là, Paul,
a été une personne extrêmement importante dans mon processus de changement et de transformation, avec une autre personne qui, lui, était responsable de l'école de coaching, et qui est toujours, mais plus de la même, responsable de l'école de coaching, qui s'appelle Lionel Calderini, qui est un personnage aussi, deux personnages complètement différents, qui sont, je dirais, le blanc et le noir, le yin et le yang, je ne sais pas comment dire, mais qui m'ont permis, moi, de prendre du recul, de relativiser, de me positionner différemment et du coup de viser des buts qui me faisaient vibrer en me disant j'ai le droit de le faire, quoi. Voilà. Et puis, c'est pas parce que mon environnement n'est pas d'accord, ou j'ai de la pression ici ou là, ou que j'ai pas forcément tout l'argent pour l'instant pour faire ce projet, ou tous les outils pour le faire, ou etc., que je, je ne peux pas y aller. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, mais ces deux personnages-là m'ont ouais, permis de lever l'interdit, en fait. ouais, ils m'ont permis de changer mon système d'autorité et de comprendre que je pouvais m'autoriser à. D'accord. Et non pas faire autorité sur ou avoir l'autorité, etc. Mais que dans un premier temps, autoritas en latin, ça vient de permettre. Et que donc, si je pouvais m'autoriser à, ça changerait peut-être beaucoup de choses. Donc, ouais, exactement. C'est ce que j'ai compris. Et c'est important d'avoir ces deux personnes en fait de tempéraments différents. Tu as pu faire, toi, un chemin entre les deux qui était beaucoup plus personnel et sans avoir à faire une sorte pas de copier-coller, mais de se dire que je vais tendre comme Paul ou je vais faire comme Calderini. Tu as pu faire un chemin, c'est intéressant d'avoir les deux oppositions. Ah oui, ça c'est clair que c'est intéressant. Mais ça a corroboré une phrase qui est très importante pour moi. Enfin, j'en ai deux qui sont très importantes pour moi. Et il y en a une, c'est la diversité crée la richesse. Mm. Et en fait, c'est tellement deux personnages, je ne sais pas les gens s'ils savent qui sont ces personnages, mais ils n'ont rien à voir en fait l'un avec l'autre, mais rien, et pourtant tout. Mm. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que de prime abord, ce qu'on voit, c'est deux personnages qui pourraient jamais avoir de conversation en fait ensemble, qui sont tellement éloignés dans la manière dont ils se comportent, dont ils vivent les choses, dont ils te parlent. Enfin, il y en a, ils parlent pas, donc du coup voilà. Mais et à un moment donné, tu te dis en fait, ils se ressemblent tellement. Mm. Quand tu les connais mieux, quand tu comprends comment ils fonctionnent, quand tu as suivi leur formation, qui n'ont rien à voir d'ailleurs les unes avec les autres. Et c'est pour ça ils ont bossé un temps ensemble. La réforme de la formation a fait qu'ils ont séparé leurs activités parce qu'il y avait du PNL et de la PNL et du coaching de l'autre côté. Mais c'est ça aussi qui est impactant, c'est te dire, tu n'es pas obligé d'appartenir à un réseau, à une communauté, à un groupe où tout le monde est d'accord sur tout, tout le monde se ressemble, tout le monde pense la même chose, tout le monde a la même manière de se comporter, la même manière de réfléchir. Et ça, c'est ce qui anime ma vie. Hein. C'est ce qui anime ma vie. Et les enfants, ils sont exactement comme ça. Ils sont dans une classe, ils discutent avec tout le monde, ils s'en fichent, t'es blanc, noir, rouge, tu mesures 1,80 m, 1,20 m, tu as un handicap physique, moteur, psychologique, ça leur passe au-dessus de la tête. Et donc, oui, ces deux personnes différentes, ça a très bien collé à mes besoins, à ce dont j'avais besoin pour percuter, en fait, pour avoir des prises de conscience. Et puis en plus, je ne suis pas du style à avoir euh, un mentor, tu vois, que j'admire à fond, là, puis il n'y a que cette personne-là qui compte et tout ça. Je ne suis pas trop ce style. Mm. Donc, ça, c'était très bien parce que Ça fallait bien. Mm. ça apportait de la nourriture. Ouais, d'accord. Euh, Parmi les difficultés que tu as pu rencontrer tout au long de ton parcours, elles ont pu être génératrices d'émotions inconfortables, de stress. Est-ce que tu avais au départ des outils pour les gérer ou tu es allé chercher ces outils? Alors, ça dépend à quelle période de ma vie, mais les premières difficultés qui me sont arrivées et que j'avais peut-être après 35 ans, là j'en ai 50, hein, après 35 ans, parce que c'est ce qui m'a amené aussi au développement personnel. J'étais, notamment avec le cancer de mon père, et mon divorce, j'étais pas bien du tout. Et je pleurais tout le temps. Non, avant de pleurer, je m'énervais, voilà, beaucoup. Et donc, je criais beaucoup sur les gens que j'aimais. Donc ça, c'est pire que tout.
parce qu'évidemment on déverse notre sac de tout ce qu'on peut plus supporter sur les gens qu'on aime, parce que c'est là où on est en sécurité et parce qu'on sait que probablement ils nous aimeront inconditionnellement. Alors que dans le cadre du boulot ou avec nos amis, on déverse moyennement parce qu'on se dit on peut se prendre un scud ou quelque chose comme ça qui peut nous faire mal en retour. Donc là, j'avais pas du tout d'outils à cette époque-là pour gérer ça, et c'est quand j'ai été trop bas que je me suis dit il faut que je fasse quelque chose, parce que sinon il va arriver un moment où je vais être rien en fait, une loque ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai commencé par faire du Reiki. C'est la première chose que j'ai commencé à faire parce que je ne comprenais pas ce qui se passait énergétiquement pour moi. Et donc, je suis allée, j'ai payé pour qu'on me fasse des séances de Reiki. J'ai pris des séances de Reiki, comme on ferait de l'hypnose ou autre. Et là, je suis devenue assez proche de la personne. C'était Isabelle et Mariani qui faisaient ça. Enfin, donc, elles étaient deux. Et elles me disent, mais tu sais, tu pourrais te former au Reiki pour pouvoir le faire toute seule, en fait, et te faire des séances à toi, sur toi. Ah non, mais là, j'ai découvert un truc de fou. Donc, c'est la première formation que j'ai faite. J'ai travaillé sur donc l'énergie. Tu parlais tout à l'heure d'interne et d'externe. J'ai donc le Reiki, c'est donc un travail sur les chakras et d'énergie interne qui participe du fait que nous ne sommes évidemment qu'un canal et que l'énergie circule et qu'on n'est jamais vide d'énergie. C'est juste qu'en fait, on a des blocages soit qui ne permettent pas à l'énergie de rentrer, soit qui bloquent l'énergie à un endroit donné, et donc on étouffe. Et le travail du Reiki, c'est de travailler sur les chakras pour fluidifier le canal et puis permettre à l'énergie d'avoir de l'oxygène et donc de circuler, d'aller, de venir, et qu'on se sente beaucoup mieux. Donc ça, c'est la première formation que j'ai faite. Et là, j'ai commencé à avoir des outils. Et je me suis dit, donc c'est génial en fait. Si j'apprends, bien, je peux aussi, moi, quand je me sens pas bien, avoir des outils qui me permettent, des techniques qui me permettent d'aller mieux. Cependant, je n'ai jamais cessé, et encore aujourd'hui, parce que j'ai compris la puissance d'un guide, je sais pas, d'un coach, ça peut être des fois un médecin, un thérapeute, enfin bref, qui que ce soit. Quand on apprend avec quelqu'un, on va beaucoup plus vite. Vous savez que n'importe qui pourrait apprendre à conduire ou à lire, d'ailleurs, on le voit très très bien chez les enfants, sans personne à côté, sans accompagnant. Mais quand on a un guide, quand on a quelqu'un qui est expert là-dedans, qui s'y connaît, probablement qu'on va beaucoup plus vite. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, c'est la raison pour laquelle même encore aujourd'hui, j'ai un coach. Parce que c'est important pour moi d'avoir quelqu'un. Il y a des éléments sur lesquels je pédale sur mon vélo, je ne réfléchis pas forcément d'une manière suffisamment éclairée, suffisamment clairvoyante. Et donc, je pense qu'on a toujours besoin, nous sommes les liens que nous tissons avec les autres. On a toujours besoin de personnes autour de nous pour nous soutenir, nous encourager, nous accompagner, nous mettre des coups de pied aux fesses. Toutes ces choses-là qui font qu'on avance certainement plus vite avec des gens autour de nous que tout seul, mais seulement avec des gens qu'on a choisis. Voilà. Et ça ne veut pas dire que les autres, on les ignore. Mais si ce n'est pas forcément notre copine, notre mère ou notre conjoint qui vont être les alliés les plus importants. Voilà. Qui sont les meilleurs pour te faire avancer. C'est exactement. Ouais. Ça dépend de ton projet. Donc, voilà. Donc, je n'avais pas les outils et je me suis aperçue que j'en avais besoin. Donc, je suis allée les chercher. C'est la raison pour laquelle je me suis formée. Okay. La connaissance de ses propres des réactions aux émotions générées, c'est un facteur important, je pense. Et que représentent pour toi les alertes émotionnelles qu'on peut avoir au quotidien, et comment peut-on les appréhender? Est-ce qu'il faut être à l'écoute de toutes nos alertes émotionnelles et les gérer? Ou qu'est-ce que tu en penses? Okay, attends, je vais parler à l'enfant qui n'est pas encore rentré à l'intérieur de moi, comme me disent certaines de mes amies. Alors, évidemment que moi, dans mon métier c'est l'enfant. Comment? Je veux l'enfant. Non, mais les gens ils me disent ça, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire un stage d'enfant intérieur? C'est quoi cette histoire d'enfant intérieur là? Que les gens ils me disent, mais tu sais que tu as un enfant à l'intérieur de toi. Je dis, mais je sais pas, mais tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as un bébé, tu as un enfant, tu as l'ado, tu as tout le monde. Imagine à 50 ans le bazar là-bas dedans.
Et je dis, mais tu n'as pas qu'un enfant, tu vois. Qu'est-ce qui serait caractéristique de l'enfant? L'enthousiasme, c'est caractéristique de l'enfant. L'émerveillement, la curiosité, la spontanéité, l'innocence, la capacité à voir l'invisible. Non, en fait, ce n'est pas caractéristique d'un enfant. C'est caractéristique de tout ce que tu as à l'intérieur de toi. Il y en a qui sont plus curieux que d'autres, etc. Et là-dessus, les alertes émotionnelles, elles sont fondamentales. Alors évidemment que moi, dans mon métier, mon enjeu, c'est de faire comprendre aux gens que ce pouvoir émotionnel dont je parlais tout à l'heure, il peut nous emmener vers le meilleur, mais il peut nous emmener vers le pire. Il nous emmènera vers le meilleur si on prend conscience de comment lui permettre de nous emmener là-bas. Il peut nous emmener vers le pire si on ne prend pas conscience de comment il va nous emmener là-bas. Donc, pour moi, quand on vit des émotions, mais on les vit et tout ça, enfin voilà, on partage, on est là, on est bien, mais c'est à certains moments, et c'est comme ça qu'on crée des ancrages. Moi, à certains moments, je me dis, mais là, je suis par exemple, je ne sais pas, avec mes enfants autour d'une table, ils discutent et juste ça, c'est un moment d'éternité que je ne donnerai à personne pour rien au monde. Et là, je me crée un ancrage, je ne sais pas, de sérénité, par exemple, je vais le dire comme ça, de béatitude. Et ce moment-là et cet ancrage-là, il est à moi. Ce qui fait qu'à un autre moment, quand j'aurai une alerte qui va me dire bim, 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 là, ça commence à t'agacer un petit peu le truc. Je ne vais pas attendre d'être à 10 sur 10 de mon agacement, parce que mon bouton rouge, il clignote déjà, comme quand on n'a plus d'essence dans la voiture. Donc, il y a celui qui joue, il se dit, tu sais quoi, avec ma réserve, je peux faire à peu près 50 km. Il me reste 48 km pour aller jusqu'à la maison, je joue. On va voir si j'y arrive. Donc, ça, c'est celui qui joue. Puis, il y a celui qui ne joue pas, qui se dit, bah, je vais prendre de l'essence. Et puis, il y a celui qui est très précautionneux et qui a pris le plein avant de partir, qui n'est pas allé jusqu'au bouton rouge. Mais quand on voit le bouton rouge s'allumer, ça nous alerte quand même. Et pour moi, le système émotionnel, il fonctionne pareil. À un moment donné, il nous envoie des petits boutons en disant, non, mais sérieux, comme tu es tellement bien là. Pip, pip, pip. Et puis, donc, c'est un moment, pouf, juste, on le pose, peut-être ça dure quelques secondes, et ça ne veut pas dire qu'on n'est plus là, ça ne veut pas dire qu'on ne profite pas, ça veut juste dire qu'on met de la conscience sur ce qu'on est en train de vivre. Et de la même manière, quand on ne se sent pas bien, bah, l'alerte, ding, 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 elle clignote. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, non, laisse tomber, ça va passer. Je suis un peu crevée, ça m'a énervé, Robert, il m'a énervé, mais ça va passer. C'est que ça passe jamais, hein. Je le dis tout de suite, ça passe jamais, ça fait que s'amplifier et s'intensifier. Donc, ces alertes, évidemment, que plus on va les mesurer tôt, celles qui seraient plutôt négatives pour notre système émotionnel, plus on va pouvoir pallier cette défaillance. Et donc, au lieu de rester dans notre frustration, se dire qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est très bon la frustration, c'est très très bon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important chez nous qui a été touché. Donc moi, évidemment que mon métier, c'est de permettre de reconnecter pour une partie, dans certains coachings, les gens à ces alertes émotionnelles et pas dire tout le temps, toute la journée, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? On n'est pas là, hein. On est juste là à se dire, on a un système émotionnel qui fonctionne comme le reste. Alors de la même manière que là, quand je parle, je choisis mes mots et je crée des phrases, donc j'ai une pensée séquentielle pour pas tout dire, parce que sinon je passe 24 heures, mais juste choisir ce qui pourrait être le plus important pour les personnes qui nous écoutent. Eh bien, je suis séquentielle, donc je fais des choix. Bah là, c'est la même chose. À partir de quand dans ma journée, il y a quelque chose émotionnellement qui me touche trop, et là juste, il faut que je prenne conscience de ça, parce que sinon, je sais que ça va m'emmener là ou là. Donc, ça nécessite quand même une connaissance de soi. C'est comme une connaissance de soi, c'est ça. On pourrait dire exactement ça. Non, mais oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Et ça commence... Vas-y. Ouais. Il y a des gens qui vont te dire, mais comment je fais pour me connaître? Alors bon, on ouvre la boîte et tout, on démonte, on prend la caisse à outils et tout le bazar. Et c'est un petit peu ce qu'on fait. Hein. C'est quand même un petit peu ce qu'on fait parce que ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qui nous met dans, qu'est-ce qui fait que l'alerte émotionnelle, elle nous emmène dans du moins ou dans du plus, qu'on arrive à gérer notre stress d'une manière plutôt positive que négative et de faire quelque chose de la situation ou du contexte, c'est qu'en fait, on connaît ce qui est important pour nous. À partir du moment où on connaît ce qui est important pour nous, c'est-à-dire donc nos valeurs, nos besoins et sur quoi on a construit notre système de croyances, sur quel genre de croyances. Par exemple, je ne gagnerai jamais ma vie si je ne fais pas d'études. Bon, ben ça, c'est une croyance. Alors forcément, que si on a une valeur loyauté ou une valeur, je ne sais pas quoi, apprentissage, avec un besoin de curiosité, enfin, j'en sais rien quoi, tout ça, clac, 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 ça rentre en lien. Et puis, si ce n'est pas nourri,
s'il n'y a rien qui participe à donner, à manger à ce système-là, qui est important pour nous, ben on va partir en frustration à un moment donné. Et donc, on va se sentir mal. Donc, les alertes, elles vont venir et on ne va peut-être même pas les voir. Parce que notre croyance, c'est tu dois donner aux autres, tu dois faire plaisir aux autres, tu dois faire pour les autres. Ben, si notre croyance, c'est ça, on n'écoute pas les alertes. Parce que ce n'est pas bien de faire pour soi. Par exemple, je le dis juste comme ça. Et là-dedans, franchement, les enfants, ils sont trop super forts. Parce qu'eux, ils savent très très bien ce qu'ils veulent. Nous, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas trop. Donc, des fois, on sait un peu, on sait. Puis finalement, il y a quelqu'un qui arrive à nous faire changer d'avis. Ça ne veut pas dire qu'il faut être psychorigide. Mais les enfants, ils savent très bien. Donc, quand on observe un enfant, lui, il veut une glace à la vanille. Donc, nous, on lui dit non. C'est parce que plus tu sais gérer ta frustration, plus tu vas réussir dans la vie. Hein. Il y a des études qui ont été faites pour ça. Parce que si tu arrives à gérer ta frustration pour un important et un plaisir plus grand, donc tu sais exactement où tu veux arriver, c'est la force de l'objectif. Ce que tu disais tout à l'heure, là, le focus. Plus tu sais là où tu veux arriver, plus tu vas pouvoir gérer ta frustration. Parce que tu sais qu'en gérant ta frustration un petit peu, voire même beaucoup, elle va te permettre de dépasser des obstacles et des freins qui vont t'emmener après là. Où là, tu vas prendre beaucoup de plaisir. OK ? Donc, on dit comme ça aux parents, sans rien expliquer, il faut que les enfants, ils apprennent avec la frustration. Il faut qu'ils gèrent leur frustration. Donc, on dit non. On a plein de raisons pour dire non. La santé, l'argent, le machin, tout ça. Donc, non, tu n'auras pas de glace à la vanille. Bon, puis 2-3 jours après, on a un peu pris de remords. On se dit finalement, il a quand même été sage, il a rangé sa chambre et tout ça. Ouais, franchement, quand même, il mérite. Tu vois, je mérite. C'est que j'ai rangé ma chambre. J'ai amené les cacahuètes quand il y avait des invités. J'ai dit bonjour à papy et mamie. Je suis allée me doucher à l'heure qu'il fallait. Du coup, je mérite. Tu vois ce qu'on mérite, comment on construit l'estime de soi. On mérite une glace parce qu'on a fait. Bref, 3 jours après, finalement, on lui donne une glace à la vanille. Et là, il se met à, comme je le dis comme ça, chougner. Il pleure. Donc toi, tu dis, c'est vraiment un sale gosse parce qu'il y a 3 jours, il voulait une glace à la vanille. Là, je lui donne sa glace à la vanille. Moi, il ne la prend pas. Mais c'est juste parce qu'en fait, ce n'est pas la glace à la vanille qu'il avait dans sa tête. Parce que l'enfant, il sait très bien ce qu'il veut. Nous, non. Donc, en fait, nous, on génère des systèmes de frustration et on les accumule, on les empile. Parce qu'en fait, comme on ne sait pas exactement ce qu'on veut, on dit, je ne veux pas ça, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, les alertes émotionnelles, elles n'arrêtent pas de sonner tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Alors, moi, la première chose que j'ai appris à faire, c'est savoir ce que je voulais. La deuxième chose, c'est savoir ce qui était juste par rapport à mes importants et tout ça. Et la troisième chose, c'est savoir ce que je mérite. Donc, ces 3 questions-là, je me les pose tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que je veux ? Là, par exemple, tac, il y a un truc, l'activité est désorganisée. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce que je mérite ? Donc, il y a une prise de conscience, en fait, à chaque fois. Ouais, carrément. Et Et, de la réaction, une réadaptation, en fait, de la réaction au moment présent de ce qui arrive. Exactement. Ouais, alors après, au mieux, hein, parce que, attention, on reste humain, nous ne sommes pas des fers humains, hein, comme dit Polo, nous sommes des êtres humains. Alors partant de là, je vous annonce que je peux m'énerver. Hein. C'est-à-dire que tout le système émotionnel fonctionne. À un moment donné, on ne peut pas ne plus jamais être dans la colère, ne plus jamais ressentir de tristesse, comme ne plus ressentir de joie ou ne plus ressentir de paix, de calme. C'est impossible. En vérité, les gens qui disent « je ne ressens plus jamais de joie », il y a forcément des micro-moments qui, à un moment, même si ça dure quelques toutes petites minutes, qui mettent la personne dans un espèce de mieux-être. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Parce que leur cerveau croit que cet état émotionnel, je ne sais pas, de contentement, d'enthousiasme, tout ça, ça n'existe plus parce qu'on a vécu trop de choses difficiles, complexes, douloureuses, de souffrances, etc. Alors qu'en fait, si, ça existe parce qu'on vit tout le temps. D'accord. Je te sais fan de smiley. Est-ce que ces smileys peuvent aider à prendre conscience Regarde-les. derrière? Alors, on les voit. Est-ce que ces smileys, toi, tu les utilises pour toi? Et comment est-ce que ça peut aider à faire prendre conscience de son état, de ses alertes émotionnelles, de dire, tiens, j'ai ça, quel smiley je choisis là? Est-ce que toi, tu conseilles plutôt tu conseillerais de noter, là j'ai choisi tel smiley,
Et puis, au fur et à mesure de la journée ou de la semaine, du temps qui passe, et puis tu compares un peu tes smileys, tu vois comment tu évolues. Est-ce que c'est un peu ce que Ouais, tu pratiques? c'est ça. J'ai un métier compliqué, moi. Ouais, c'est vachement compliqué. Ah, mais moi, c'est super compliqué mon métier. Donc, c'est exactement ce que je fais au début, parce D'accord. qu'avant d'apprendre à gérer ses émotions, on a plusieurs marches à monter, d'accord? Mm. Et en premier, on va apprendre à identifier ses émotions, et c'est hyper compliqué d'identifier ses émotions. Quand on dit à quelqu'un, tu vas bien, il te fait, ouais, ça va, ou comment ça va? Ouais, ça va. Ouais, je vais bien. Ça Mais veut c'est à rien ce dire. moment-là qu'il faut leur montrer le smiley. Lequel? Voilà. Et alors là, je dis, OK, mais quand tu me dis que tu vas bien, ça veut dire quoi pour toi? Alors les gens, ils te regardent, ils font, enfin, tu sais, sur le moment, ils disent, elle est vraiment sotte, elle. Hein. Elle comprend rien quand je lui dis, je vais bien. Et je lui dis, mais quand tu me dis que tu vas bien, c'est comment exactement? Si tu avais un adjectif qualificatif à mettre là-dessus, tu es enjoué, tu es enthousiasmé, tu es content, tu es joyeux, tu es comment en fait? Tu vas bien, tu es calme, tu es apaisé, c'est quoi ton bien? Et là, il commence à se dire, Compliqué. d'accord, on va lui répondre parce que sinon elle ne va pas nous lâcher. Et un des moyens pour répondre, c'est la communication non verbale parce que tout ce qui se passe en nous se voit et que la première chose que tu regardes chez quelqu'un, c'est son visage. Et tu vois sur le visage toutes les expressions de ce qui se passe chez la personne. C'est que écoute ce que la personne vit avant d'écouter ce qu'elle dit. Elle va te donner beaucoup plus d'informations. C'est ça qu'on appelle c'est ça qu'on apprend en communication non verbale. Et le smiley, quand tu le regardes, il est peut-être un peu tout bête, le smiley, mais le smiley, il a une expression. Et quand je vais te demander, quand tu dis je vais bien, et que je vais demander aux 10 personnes qui me disent je vais bien, je vais leur donner des cartes de smiley et je vais leur dire bah, choisis le smiley qui correspond à ta phrase je vais bien, probablement qu'ils ne vont pas choisir le même. Mm. Et là, ils commencent à apprendre à identifier leurs émotions. Et à se dire ah bon, t'as ça toi? Toi, quand tu vas bien, tu prends ça. Et des fois, c'est des smileys qui font comme ça. Mm. C'est pas forcément des smileys souriants qui font un clin d'œil et tout ça. Et donc, c'est intéressant de voir ce qu'il y a derrière ces mots-là qu'on donne comme ça. Et ça, c'est la première marche pour identifier ses émotions. Et c'est très pratique pour les gens, et notamment les gens qui pensent que la joie, c'est très loin de leur système, que prendre du bon temps, que être de bonne humeur, que vivre des plaisirs, c'est compliqué parce que en face de ça, moi après, alors déjà exactement comme tu l'as dit, on voit l'évolution. C'est vrai que si pendant 6 jours, tu as plutôt un smiley qui fait la tête, qui pleure, qui a le sourire dans ce sens-là, plutôt que dans ce sens-là, ok, 6 jours pour le cerveau, ça commence à être quelque chose de récurrent, de régulier. Donc, il est engagé dans un processus d'automatisme et il va commencer à comprendre que c'est une habitude et que c'est normal de vivre comme ça. Mm. Ok, c'est la raison pour laquelle c'est intéressant de comparer et de voir l'évolution. Et deuxième chose, en face d'un smiley, quand on se dit, bah, par exemple, là, je raccroche puis je dis l'interview avec Vincent, alors quel smiley je mettrais? Franchement, c'était cool. Mais cool, ça veut dire quoi? Comment tu te sens? Ah bah tiens, je vais prendre le smiley qui ferme un peu les yeux puis qui sourit comme ça. Parce que c'est exactement ça que j'ai ressenti. C'était tranquille, c'était comme si on était dans son salon. Donc voilà, ok. Mais en face, je vais marquer le factuel. Donc je vais marquer la situation. C'est-à-dire que je me suis sentie comme ça en faisant quoi? L'interview avec Vincent. Ok, combien de temps? 1 heure. Quand? En fin de journée. Ok. Qu'est-ce qui m'a plu? Bah, peut-être le calme, peut-être la douceur, peut-être les questions qui étaient pertinentes, tout un tas de choses. Et ça nous montre que notre système émotionnel, il fonctionne totalement relié à des situations et donc à des choses très pragmatiques. Mm. Donc non seulement moi, je vais pouvoir créer un ancrage émotionnel de coolitude, de plénitude, de bien-être. Et à chaque fois que je voudrais faire revenir ça, si par exemple je me fais avec le bateau, tu vois le dessin que tu as derrière toi, si je me fais un ancrage avec ce bateau et sur quelque chose de calme, je sais que si un jour j'ai besoin de calme, ça peut être une image qui peut revenir avec ce moment-là que j'ai vécu là. D'accord? Parce que je l'ai conscientisé. Et deuxième chose, ça donne aussi à mon cerveau l'information comme quoi je suis capable de vivre un moment où je me sens tranquille, où je me sens cool, au cas où ils ne s'en souviennent pas et qu'à d'autres moments, je sois tellement stressée, mais de manière enfermante, de manière, comment je dirais, négative, qui fait que j'ai l'impression que je ne pourrais jamais, jamais, jamais vivre 5 minutes de tranquillité. Mm.
Et donc, si je lui dis pas à mon cerveau, tu vois comment c'était cool, en fait, je suis capable de le faire, eh bien, il le saura jamais. Donc, c'est très important, à côté du smiley, d'écrire la situation et le plus de détails qu'on peut sur la situation et qu'est-ce qui m'a plu dans cette situation. D'accord. Ok. En fait, c'est un bel outil d'ancrage. Ouais, Ouais. carrément. Bah, carrément. Et puis pour comprendre, voilà, quand on dit à quelqu'un je vais bien, on a tout de suite tagadagadaga, nos smileys dans la tête et on peut tout de suite lui dire. Et on lui dira plus je vais bien. On dit en ce moment, franchement, tu sais quoi, je me sens serein. Donc les gens, ils nous regardent comme ça, là. Ils font, comment tu te sens? Je me sens serein. Ça, tu vois, je me sens tranquille, calme. Mais les gens, ils disent pas ça. Ils disent, ah ouais, ouais, tu te sens bien, quoi. Ouais. Ok, je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué, c'est la notion de plaisir. Est-ce qu'on peut, on n'en parle pas beaucoup et ça pourrait être éventuellement un levier de transformation qui est peu utilisé ou pas du tout, dont on en parle peu. Et est-ce que cette notion te semble importante à développer et à reconnaître en tant que telle, et, levier de transformation? Et puis la difficulté, c'est comment l'intégrer un accompagnement. Carrément. Merci pour cette question. Donc là, il y a besoin de 2 jours. Hein. Une journée, ça ne Mais suffira voilà, pas. nous avons 2 jours. Ok, donc c'est parfait. Le plaisir, on va dire comme ça, que en fait, c'est tout ce qui constitue ma vie. Donc, ma structure s'appelle Be Enjoy Attitude. Et bon, ben, ça s'appelle Be Enjoy Attitude parce que ça fait BA, je ne suis pas allée chercher très loin. Et parce que c'est des mots très importants pour moi. Le Be, il te pose, c'est l'être. Le Enjoy, c'est le plaisir. Et Attitude, eh ben, c'est les comportements, les actions que tu peux mener, les stratégies et tout ça, et ce qui va te mettre en mouvement. Je crois que le plaisir est constitutif des vies de chacun d'entre nous et c'est complètement différent du bonheur. Le bonheur est peut-être un chemin ou je ne sais quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on vise à plus long terme ou des états que l'on veut retrouver. Le plaisir est quelque chose de dynamique, c'est un mouvement. C'est que quand on est dans le plaisir, en général, on est en action. Et ce qui suit le plaisir, c'est un état de béatitude, de plénitude, de bien-être, anti-stress, anti-douleur, tout ça parce que le plaisir libère forcément des endorphines. Et évidemment de la sérotonine parce que pour le cerveau, le plaisir c'est on et la sérotonine c'est off. Et la sérotonine c'est la bonne humeur. Donc évidemment que pour moi, le plaisir est un levier de transformation dans tout ce qu'on peut construire dans notre vie, reconstruire dans notre vie, programmer dans notre vie, reprogrammer dans notre vie, et que c'est l'essence même de ce qui va nous mettre en route, le plaisir. C'est pour ça que hier, j'ai fait une vidéo sur la passion. C'est que moi, j'ai entendu pendant dire, il ne faut pas être passionné. Il ne faut pas être passionné parce que regarde l'état dans lequel ça te met d'être passionné. C'est un truc, c'est pas bon pour la santé, la passion, c'est trop, bon, etc. Ok. Bah, tout ça, c'est peut-être qu'une question d'ajustement et d'équilibre ou de calibrage par rapport à ce qu'on veut et par rapport aussi à qui on est. Et le plaisir, il participe de ça. Je veux dire, le plaisir est généré par un espèce de truc qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, un truc qui te fait plaisir, un machin qui t'anime, tu te dis oh là là, ben ça va être génial. Voilà, ben là, c'est du plaisir qu'on vit. Il n'y a qu'à regarder les enfants, encore une fois. C'est du plaisir qu'on vit et qui est en fait à portée de main pour tout le monde et qui est évidemment l'essence, ben, je dirais même l'essence de l'essentiel, tu vois, je sais pas, c'est comme un espèce de truc, moi j'ai un espèce de fil doré, c'est comme un espèce de truc qui irait dans nos racines, qui nous parcourt et qui nous colle à là-haut, quoi. Voilà. Et en fait, là, s'il n'y a pas de plaisir, qu'est-ce qu'on veut construire sans plaisir? En fait, qu'est-ce qu'on veut vivre sans plaisir? C'est quoi une vie dépourvue de plaisir? Et ça, c'est très important parce que quand on est plus grand, enfin, moi, c'est pour ça que je fais que 1,58 m, comme ça, je suis tranquille. Mais quand on est plus grand, Merde, c'est et rapide pour moi. toi c'est mort alors. Eh bien, c'est comme si c'était un peu tabou le plaisir. D'abord, le plaisir en France, bon, c'est toujours un peu connoté. Quand les gens me disent ah ben toi tu travailles sur le plaisir, je dis voilà, je travaille sur le plaisir avec les smileys, t'as qu'à voir mon métier. C'est vraiment un métier de rêve. Et, mais quand on dit ah ben je me fais plaisir, d'ailleurs on sait bien, hein, souvent, si tu te fais plaisir dans ton travail, t'es pas normal, hein, t'es vraiment bizarre.
Parce que, bon, tu vas au travail peut-être pour d'autres raisons que de te faire plaisir. Mais pourquoi pas aussi te faire plaisir? Et donc, quand on se fait plaisir, il n'en faut pas trop du plaisir. Donc, tu as le droit, autorisation A, tu as le droit de te faire plaisir, mais pas trop comme s'il y avait un espèce de papier. Tu sais, il y a une loi qui a été votée, tu as le droit à 20% de plaisir dans ta vie, dépassé 35 ans. Tu vois, bon, après, quand tu es plus âgé, tu as peut-être droit à un petit peu plus parce que tu as bien mérité, tu as fait beaucoup d'efforts. Et on, on oppose souvent ça, les efforts qu'on fait et le plaisir qu'on prend. Alors que quand on est dans un état de flow, on fournit un état de flow, c'est un état sur lequel on est en focus, mais sur une tâche. Donc, on fait du travail parfois harassant, mais on est tellement concentré et on a tellement de plaisir qu'on avance et qu'on n'a plus de notion du temps. Des fois même, on oublie de manger. On ne sait plus vraiment ce qui se passe à l'extérieur, mais on avance sur notre truc. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'intensité, mais beaucoup de plaisir. Alors évidemment que moi, le plaisir, je ne peux que... Et d'ailleurs, la passion, quand on a trouvé notre passion ou nos passions, juste finir avec ça, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que passion, qui génère donc du plaisir, quelle que soit l'échelle de la passion, ça vient du latin patio, et donc qui veut dire souffrance. Donc c'est pour ça que la passion, il ne faut pas trop qu'il y en ait. Et travail, ça vient de tripalium, qui en latin était un instrument de torture. Donc, le travail est souvent synonyme de souffrance quand on prend l'étymologie, et la passion est également synonyme de souffrance. C'est bizarre, parce que moi, du coup, j'arrête pas de dire aux gens, je fais un travail qui me passionne, donc je prends beaucoup de plaisir. Donc, je fais un travail souffrance qui me passionne, souffrance. Donc, tu vois, je peux me dire que dans ma vie, il n'y a pas trop de plaisir. Et en fait, quand je me rappelle mes cours de mathématiques, je me dis finalement, moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc, tout va bien avec le plaisir. Je suis au taquet, là, du plaisir. Et que moi, je rêve d'une seule chose, c'est que le plaisir soit un levier de transformation vers plus d'épanouissement dans le contexte professionnel. Et évidemment, personnel, évidemment. Mais moi, mon enjeu, c'est aussi de déployer ça dans le contexte professionnel. Et plus il y aura de plaisir, plus il y aura d'initiative, de responsabilité, de motivation, d'engagement du salarié et d'autonomie, enfin de tout ça, quoi. Voilà, ça c'est ma croyance. Et c'est ce que j'ai vérifié aussi, mais on a le droit de ne pas être Il y a beaucoup de d'accord. personnes qui se l'interdisent. Comment? Il y a beaucoup de personnes qui se l'interdisent. Ben, je crois, parce que euh, de par des obligations ou des contraintes soit qu'on a interprété de telle manière, soit qui se sont construites au fur et à mesure du temps, au regard de l'autorité que l'on a reçue, que l'on a vécue, que l'on a subie, que l'on a choisie aussi, et puis des différentes dépendances dans lesquelles on est rentré. Attention, dépendance, pour moi, ce n'est pas négatif du tout. Et ben voilà, on a intériorisé un système, et puis on avance sur ce système-là. Et donc, si dans la famille, si dans l'entreprise dans laquelle on travaille, si dans les études dans lesquelles on travaille, alors vous en médecine, machin, ben des fois, le plaisir, oublie le plaisir, tu es là pour être sérieux, tu vois. Mais alors, je ne comprends pas. Le plaisir et le sérieux, ça ne peut pas aller ensemble. C'est ça que moi, je dis toujours, je suis sérieusement drôle. Bon, des fois, je suis sérieusement drôle, mais je suis surtout drôlement sérieuse. Et c'est assez intéressant, comme dans certaines cultures, soit tu es très sérieux, et c'est comme ça, tu es professionnel, hein, et tu es intellectuel, soit tu n'es pas sérieux du tout, tu es un loser, tu es là que pour faire le clown et faire rire. Quand les gens ont compris que la subtilité de l'intelligence et de ce qui peut être euh, du domaine de l'espièglerie ou de la taquinerie pour faire avancer les systèmes de pensée, bah, cette intelligence-là, elle est forcément connotée à quelque chose de sérieux et de pas complètement idiot, débile ou autre, mais on aura beaucoup gagné. Donc oui, on se met, je crois on se construit avec des barrières, mais c'est comme ça, hein, pas en avoir ni honte ni rien. Juste à un moment donné, si on veut un peu plus de plaisir dans nos vies, on peut comprendre, accepter et accueillir le fait qu'on a le droit. Voilà. Et D'accord. voilà, j'arrête. Sinon, je fais les 2 jours. Tu es spécialisé dans l'intelligence émotionnelle. Est-ce qu'on peut appréhender cette intelligence émotionnelle chez les gens et la développer? Est-ce que c'est possible et est-ce qu'il y a un âge où on peut commencer à essayer de la développer? Carrément. Elle se développe tout le temps parce l'intelligence émotionnelle part du principe qu'on a un quotient
quotient émotionnel qui se Oui. mesure d'ailleurs et qui donc nous donne une évaluation. On l'appréhende par ce quotient. Pas Oui. forcément, mais ça nous donne des pistes parce que le quotient émotionnel évalue 15 compétences émotionnelles. Et donc, il nous donne une cartographie très précise de la manière dont fonctionne notre cerveau émotionnellement. Et des fois, il y en a qui me disent, par exemple, il y a des personnes qui disent « Oh ben moi, de toute façon, dans ma famille, on ne parlait pas d'émotions et tout ça, machin. Donc, je laisse tomber le quotient émotionnel. Alors, la valeur que je dois avoir, -12. » Et en fait, pas du tout. Parce que, par exemple, dans l'intelligence émotionnelle, tout ce qui participe d'un côté de prise de décision, tout ce qui est sens de la réalité, tout ce qui est relations humaines, donc dans la communication, etc., ça participe de notre quotient émotionnel et donc de nos compétences émotionnelles. Donc, faire un test, ça permet juste de donner une cartographie, mais surtout d'aller beaucoup plus vite parce qu'on a des points tac, tac, tac de détails et surtout, on se rend compte quelles sont les compétences émotionnelles bloquantes ou qui nous freinent, sur lesquels on pourrait avoir un levier si on en a besoin, et quelles sont nos forces. Et là, comme ça, quand on discute, on s'en aperçoit pas forcément. Donc évidemment que si on commence avec les enfants, pour répondre à la suite de ta question, le quotient émotionnel il se développe toute notre vie. Plasticité cérébrale, à partir du moment où on a besoin de développer des compétences émotionnelles pour communiquer différemment, pour percevoir les choses autrement, pour se sentir mieux, pour avoir, enfin bon bref, on peut développer à l'envie. Parce que tout est en nous et donc chez les enfants, si on commence par exemple cette histoire de smiley tôt, en maternelle, moi j'ai formé les enseignants à partir de 4 ans, ils sont là, les petits avec leur smiley, eh bien déjà la première chose, commencer à dire ce qui se passe en nous et comment on se sent, ça c'est travailler son intelligence émotionnelle. D'accord. Ok, donc on la travaille à tous les âges. Tous les âges et Et en fait, dès le plus jeune âge, ça commence à se travailler. D'accord. parce que plus on est conscient de ce qui se passe pour nous, plus on va... c'est comme, pour moi, c'est comme si, tu vois, tu t'en aperçois parce que c'est visible, mais c'est quand on mange des pains au chocolat, si on en mange 10 par jour, un jour on va s'apercevoir qu'on grossit, mais même un enfant, il va s'apercevoir de ça. Ça ne veut pas dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas, donc les émotions, c'est pareil. C'est que plus jeune on va avoir les prises de conscience, mieux on se portera après, parce qu'il y a des choses qu'on va avoir compris pour nous-mêmes et qu'on va pouvoir, c'est comme si on nous apprenait jamais à lire et qu'il y ait toujours quelqu'un qui lise pour nous. C'est ça qu'on est dépendant du lecteur. Ben, notre système émotionnel, il fonctionne pareil. On est dépendant de ce que notre cerveau nous impose et de ce que les connexions font de nous si on n'apprend pas à faire alliance avec elles pour pouvoir travailler ensemble, quoi. C'est exactement la même chose. D'accord. Ouais. Dans cette période de confinement, déconfinement, Mhm. on observe en fait des interactions entre surcharge mentale, stress, fatigue, démotivation et pour certains une désociabilisation. Est-ce que tu penses que ça va amener des nouvelles approches, de nouveaux concepts dans l'accompagnement des personnes où on a déjà tout et c'est la technologie qui va nous faire évoluer? J'adore cette question. Encore 2 jours de plus. Yes. Euh, je pense que certaines formes de technologies médicamenteuses pourraient nous faire évoluer différemment parce que, par exemple, ce qui nous manque le plus dans cette période de confinement, c'est de l'ocytocine pour notre cerveau en termes de neurotransmetteurs. L'ocytocine est un neurotransmetteur du lien, c'est ce qui participe du toucher. Voilà, c'est pour ça que moi j'invite les gens à voir des doudous, des trucs, machin. Voilà, il ne faut pas hésiter parce que c'est ce qui nous manque le plus. Et comme notre cerveau, il aime bien ce qu'il connaît, à un moment donné, il prend l'habitude de ne plus être en lien tactile, kinesthésique, énergie physique avec les autres et être seulement en lien par l'ordinateur ou le téléphone ou les textos, etc. Et du coup, le taux d'ocytocine chute. Donc, quand on n'en a plus, moins ou plus du tout dans le cerveau, alors que c'est ce qui est généré quand on est avec d'autres gens en vrai, eh bien, ce qui est généré dans le cerveau, c'est beaucoup d'ocytocine. Donc, quand il n'y en a plus, on est en manque. Dans le cerveau, il appelle, il fait « où ils sont les gens, où ils sont ?» Puis à un moment donné, il ne voit plus de gens. Donc, le cerveau, il dit « ah bon, d'accord, je ne vois plus de gens. Bon, je vais m'habituer à ne plus avoir d'ocytocine. Donc, je vais m'habituer à ne plus voir les gens. Et donc, je ne serai plus en vérité en distance sociale. Je suis en distance physique, mais ça crée une distance sociale.
ok? Parce que du coup, notre cerveau, en plus, les gens, ils font peur parce que des fois, quand tu vois des gens, ils risquent de te faire tomber malade ou je sais pas quoi, tu vois? Donc, il y a ça qui se rajoute. Mais voir des gens, c'est pas euphorisant. C'est pas sympa comme avant. Même avec nos propres amis, on voit des conflits qui se créent dans les familles ou entre amis, de se dire, ben, on peut au moins aller faire une balade ensemble ou je sais pas quoi, et même quand on n'était pas confiné, hein, là je parle, hein, mais les personnes n'osaient presque plus se retrouver à plusieurs ou tout ça par peur. Peur de se dire, bah non, si moi je suis porteur, je vais donner aux autres, ou alors je vais attraper, etc. Donc cette désocialisation, petit à petit, notre cerveau, il en prend l'habitude. Et donc demain, il est probable que chez certaines personnes dont le cerveau aura automatisé le système, non, non, je ne vais plus au boulot, je reste en télétravail. Non, non, moi je voudrais que mon médecin il me fasse une visio là, pour sa visite médicale, etc. Eh bien, les gens n'iront plus vers l'autre parce qu'ils auront perdu l'habitude. De la même manière que c'est une souffrance quand on va vers l'autre, ne plus y aller, eh bien là, notre cerveau, il aura automatisé un nouveau processus qui fait qu'aller vers l'autre, ce sera le truc bizarre. Alors, aller vers l'autre quand il y a 20 personnes, encore plus bizarre, tu vois, le truc. Donc là, je pense que oui, pour répondre à ta question, les nouveaux concepts vont être de mise parce qu'il va falloir réapprendre les bienfaits, la douceur, la tendresse d'être avec d'autres gens, le côté bienfaisant, l'empathie, tout ça, pour certaines personnes, il va falloir le réapprendre parce qu'elles ont vécu beaucoup de douleurs à être séparées et maintenant qu'elles se sont habituées à ça, entre guillemets, eh bien, ça fait beaucoup de douleur de revenir parce que le fait de revenir vers l'autre, on n'a pas oublié la douleur que c'était de se séparer. C'est comme quand on est en couple et puis qu'on a, je sais pas, on adore notre chérie, puis il s'en va avec une autre. Mais c'est une telle douleur, ce déchirement amoureux, qu'on veut plus jamais être en couple. Parce que être à nouveau en couple, c'est le risque de souffrir à nouveau. Et ça, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Comme ils ont été séparés physiquement des gens qu'ils aiment, ils se disent, mais si on nous donne à nouveau le droit d'y être, eh bien, on a potentiellement, peut-être que à nouveau, on va nous séparer. Tac, et on va nous remettre une couche de douleur. Mm. Donc, évidemment qu'il va falloir créer des nouveaux concepts dans cette sociabilisation et dans cette habitude-là, ne serait-ce que, si moi je parle de mes pitchounos, là, ou de mes petits gremlins, ça dépend à quel moment, eux, il y a beaucoup d'enfants qui vivent avec l'idée, et de plus en plus, que le masque, c'est logique et c'est obligatoire. Et on voit circuler quelques images comme ça, de petits dans les crèches qui pleurent quand ils voient quelqu'un sans masque. Donc oui, les nouveaux concepts d'apprentissage, de sensibilisation à l'autre, à mon avis, les concepts en tout cas, ils vont être modifiés parce que c'est comme si l'ADN, c'est comme de l'épigénétique un peu, c'est comme si les systèmes avaient été modifiés parce que nous sommes les liens que nous tissons avec les autres. Donc s'il n'y a pas de lien, nous sommes les non-liens que nous n'avons pas tissés avec les autres. Et c'est ce que nous sommes. Donc notre système, il n'a pas forcément envie d'aller voir les autres. D'accord. Ok. C'est vrai que des enfants, il y a des enfants qui sont en crèche qui n'ont jamais vu des personnes sans masque. Et Exact. que ça crée, on peut se poser la question sur ce que ça va donner le jour où on enlèvera le masque. Et il y aura peut-être besoin effectivement euh, d'apprentissage ou de les accompagner sur ça. Ouais. Ça peut être effrayant ce masque. Mais oui, mais c'est ça, parce que et puis tu sais, en fait, après, quand on va plus loin que ça, mais je vais pas développer, mais tous les super-héros ont un masque. Oui, c'est pour ça que j'en ai tout le temps. Ouais, j'en fous, je suis pas un super-héros, donc du coup, j'en fais pas. Mais oui, oui, mais voilà, mais cette histoire-là, quand même, elle est très importante parce que les liens, le bonheur est dans le lien. Pour Mm. moi, le bonheur est dans le lien. Le plaisir, le lien à soi et le lien aux autres. Et nous vivons en interdépendance. C'est pas une question de dépendance ou d'indépendance. Le système, il tourne là-dedans, ok? Ce sont des postures et selon les figures d'autorité qu'on a vécues et voilà, et ben, on vit dans de l'interdépendance. C'est comme ça. On est tous connectés les uns aux autres. Sauf que, bon, là, c'est pas super évident. Voilà. Cette interconnexion, elle n'est pas forcément super évidente. Donc, c'est une période qui est génératrice de stress, mais ce stress, il peut avoir deux facettes en fait. Et est-ce que ce stress ne pourrait pas être une opportunité et pour pouvoir aller plus loin et développer peut-être quelque chose?
Parce qu'on a un stress qui est aigu et qui peut être très positif, nous faire réagir. Et puis on a un stress chronique qui peut rester et lui va nous amener vers le fond. Mais ce stress aigu au début, peut-être qu'on peut le transformer et, euh, et du coup euh, et du coup apporter aux gens quelque chose par notre accompagnement. Est-ce que tu penses que on pourrait jouer sur ce stress-là, sur cette Carrément. Mais carrément, parce que en fait, le stress, c'est communément admis quand tu cherches sur un moteur de recherche que je ne citerai pas, tu écrit stress, mais en fait, on a que des images ou des gens qui s'arrachent les cheveux, tac, qui cassent des crayons ou je sais pas quoi. Et donc, c'est là qu'on voit que la représentation du stress, elle est très fortement négative. Ouais. Alors qu'en fait, le stress, c'est un stimulus. Donc, c'est un facteur qui nous arrive de l'extérieur qui déstabilise notre système émotionnel, mais selon l'information qu'on va envoyer à notre cerveau, le cerveau, il sait pas faire la différence entre ce qui est du domaine de l'excitation, donc qui nous emmène plutôt vers quelque chose de bon, de plaisir, ou ce qui est du domaine de l'angoisse, de l'anxiété. C'est la même chose qui est vécue par le corps, ok, en termes d'hormones, que l'on vive de l'excitation ou de l'anxiété. Donc en fait, le cerveau, lui, il va gérer ce facteur stressant, eh bien, en fonction des informations qu'on va lui envoyer. Et si on lui dit, OK, on se pose, on regarde ce qui se passe pour choisir la meilleure stratégie, parce qu'on sait qu'on est capable de prendre la meilleure, on lui envoie une information positive, d'ouverture. Si en recevant le facteur de stress et le truc qui nous déstabilise, on se dit, oh là là, ça y est, c'est la même chose que la dernière fois, on lui envoie une information plutôt négative qui dit, je suis incapable de gérer ça, je vais retomber dans de la souffrance, dans de la douleur, dans de la frustration. Et du coup, le cerveau, lui, eh ben, il fait ce qu'on lui dit, hein. Donc, si on lui envoie une info positive, il va nous emmener vers quelque chose qui va nous élever, nous nourrir. Autrement dit, là, c'est quelque chose que c'est ce que tu dis, oui, on joue avec le stress pour nous faire grandir. Et puis, si on lui envoie une information toute pourrie, il va nous emmener vers du tout pourri. Voilà. Et du coup, là, eh bien, tout pourri, plus tout pourri, plus tout pourri, ça fait du stress chronique parce que c'est récurrent, parce que ça devient régulier et qu'on s'en aperçoit même pas. Et à un moment donné, il ne se passe plus rien. Parce qu'on soit on est en état de burn-out, soit on est complètement déprimé, soit on est tellement pas bien qu'on ne sait plus, c'est le cas de le dire, à quelle branche se raccrocher. Donc oui, cette période-là peut être une véritable opportunité de stress. Encore faut-il aller chercher quel facteur nous stresse et qu'est-ce qui nous stresse dans ces sources-là. Est-ce que c'est parce qu'on n'a plus le contrôle? Est-ce que c'est de la nouveauté? Est-ce que c'est de l'imprévisibilité? Est-ce que c'est parce qu'on sent notre ego menacé, parce qu'on n'a plus notre place, parce qu'on ne s'estime pas à la bonne place, parce qu'on se sent inutile, parce qu'on croit qu'on ne sert à rien? Enfin bon, bref, tout ça. Et ces sources-là de stress, elles sont très importantes pour savoir comment aider notre système de conscience à envoyer des informations plutôt douces et favorables à notre cerveau pour qu'on puisse apprendre justement à gérer notre stress. Ouais. Tout est une histoire de conscience en fait. On revient encore à la prise de conscience. Euh, euh, Tu as été impacté par ce confinement? Carrément. Ah bah oui, oui. Ah oui, carrément. Alors moi, j'ai pas de télé, donc du coup, je suis pas impactée par les infos. Hein. Je citerai pas les différents médias ou tout ça. Moi, la première allocution du président de la République que j'ai regardée, c'est celle d'il y a, je sais pas, là, 15 jours. Voilà, parce que en fait, j'étais sur Paris pour travailler et que j'avais un séminaire à animer justement avec Paul le vendredi, samedi, dimanche, et que je me suis dit très naïvement, il faut quand même que je regarde l'allocution pour voir s'il y a des nouvelles mesures. Loin d'imaginer qu'il y aurait un nouveau confinement. Enfin, un reconfinement, enfin bon, même si ce n'est pas exactement le même que le premier. Donc oui, j'ai été impactée de manière très matérielle et organisationnelle au premier confinement, sur des contrats qui ont sauté, sur évidemment des déplacements que je n'ai pas pu faire, donc de la perte de chiffre d'affaires, clair et net, qui m'ont permis de déployer autre chose, notamment évidemment par le net, en distanciel, etc. etc. Donc j'ai découvert aussi d'autres de mes ressources, bref. Et puis après, de toute façon, au déconfinement, tout n'est pas reparti comme en 14, on dirait comme ça, parce que on voit que les postures changent, les idées changent, les modes de pensée changent, donc les systèmes d'organisation changent fondamentalement, vraiment. Et ensuite, eh bien, ce deuxième confinement a eu aussi un impact sur moi, carrément mon activité. Et là, par contre,
j'ai été, si je parle émotionnellement, ce que quand j'ai entendu, je vais parler de manière très authentique, son allocution, moi je n'en avais jamais écouté. J'ai trouvé que la sémantique était terriblement choisie. Un enfer, un drame. Bon, on savait qu'on était en guerre, ça on le sait depuis le début. On ne sait pas contre qui, on le sait, mais on sait qu'on est en guerre. Mais tous ces mots-là, et moi, émotionnellement, ça m'a frappée. Et ce qui fait qu'à la fin de cette allocution, j'étais comme un peu en état de sidération. J'étais chez des amis, donc j'étais sans voix. Parce que je n'accédais plus à ce moment-là au sens et à la compréhension. Et c'est là où je me suis dit, c'est génial le travail que j'ai fait pour moi, parce que ça a duré, tant mieux, ça montre que je suis vivante et que j'ai encore des réactions, voilà, quand j'entends quelque chose, que tout n'est pas plat dans un monde de bisounours en disant ah mais c'est génial, tu vas voir, on va être créatif, on va changer le monde. Non, j'ai quand même eu un moment où ça m'a assise, et de là je me suis dit, donc évidemment le séminaire a été annulé, donc je suis rentrée chez moi le vendredi et je me suis dit ok, qu'est-ce que je vais faire de nouveau ou de différent, mais qu'est-ce qui se passe là pour moi? Qu'est-ce que ça change en moi? Qu'est-ce que ça me permet de concevoir différemment, de percevoir différemment, mais en profondeur, pas de manière organisationnelle ni logistique dans mon activité. Et ces prises de conscience-là, je me dis que si je n'avais pas fait tout ce travail, peut-être que je serais encore en état de sidération. Ou pire. Donc, c'est là où je mesure l'importance de se connaître et de comprendre ce qui se passe pour soi. Parce qu'en définitive, dans les contraintes qu'on m'impose et qui me fixent un cadre comme ça, moi, j'ai ma marge de liberté là-dedans. Donc, qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est quoi mes choix? C'est quoi les décisions que je prends par rapport à la manière dont ça me touche émotionnellement? Parce qu'évidemment, qu'on est tous touchés et que plus on avance et plus les gens sont à fleur de peau. Et puis certains discours, les mots peuvent être très choisis et leur séquence faite de manière, comment dire, presque manipulatrice pour maintenir une certaine crainte et que les gens ne bougent plus et restent sidérés. C'est la grande possibilité. C'est-à-dire que la peur est une émotion totalement universelle, comme un nuage atomique qu'on mettrait voilà, sur les gens. Et en fait, la peur, elle fait fonctionner notre amygdale. Et notre centre de la peur, plus il est stimulé, plus il grossit comme ça. Donc, au début, on utilise des mots qui sont vraiment forts, guerre et tout ça. Le confinement, on l'a vécu, ça a développé des peurs. Et en fait, maintenant, il n'y a plus besoin d'aller aussi loin. Donc, tous les mots qui vont être choisis, puis qui vont participer à maintenir la peur, à la réveiller, à en remettre une petite couche, une petite chose comme ça, eh bien, ça va s'imprégner en nous. Mais tout le monde, hein. Après, le sujet est juste de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on a conscience déjà qu'on a monté, qu'au début on était à 4 sur 10 de peur, puis peut-être maintenant on est à 8 sur 10, parce qu'à un moment donné, quand on a trop peur, notre système limbique et notre système de réflexion, le cortex, ces deux systèmes-là à l'intérieur de notre cerveau, ils se déconnectent. Ils font ça, tac, ils font ça. Donc, ils sont déconnectés, donc ils ne s'envoient plus d'informations. Il n'y a plus d'informations qui circulent entre les neurones. Et donc, on est gouverné par notre propre peur. On se met à avoir peur de tout le monde, des fois de notre voisin. Enfin bon. Alors, et du coup, ça ne nous permet plus d'avoir de la prise de recul, de prendre des décisions pertinentes, de faire des choix cohérents. Et ça nous emmène dans un système et je ne veux pas dire défaillant parce que ce serait négatif, mais dans un système en fait qui fait qu'on suit, on suit ce qui se passe parce qu'on n'a plus de repères, on a perdu nos repères, on a perdu le sens, on ne sait plus exactement à quoi on sert et du coup la peur elle est là et elle est partout. Mm. Et en plus elle se partage parce que l'énergie ça circule. Donc, quand on a une énergie de peur qui est là, elle se partage facilement. Moi, j'invite beaucoup les parents dans mes coachings on travaille beaucoup là-dessus, non pas seulement pour eux, etc. Parce que oui, ils ont peur de perdre leur boulot. Il y en a certains qui ont déjà perdu leurs entreprises, etc. Mais pour ce que ça génère aussi sur, à l'intérieur des personnes avec lesquelles on vit. Mm. Et les enfants, ils reçoivent ça. Les ados, ils reçoivent ça. C'est une peur dont on parle peut-être pas, parce qu'on la connaît peut-être pas.
mais en fait qu'on diffuse quand même, parce que notre communication non verbale, c'est plus de 50% de notre communication. Donc, oui. Une peur qui est présente, même si on ne l'exprime pas. Ouais. Ben, oui, de toute façon. J'avais une question sur les neurosciences. Ouais. Euh, Est-ce que l'approche des neurosciences est une solution pour permettre de découvrir son potentiel? Et est-ce que nous ne pourrons pas en faire l'impasse? Ou est-ce qu'elles viennent uniquement actuellement confirmer ce que l'on faisait déjà, peut-être de manière empirique? Et du coup, les études montrent que scientifiquement, par exemple, ben, la PNL, ça marche, on comprend pourquoi. Les tests de personnalité aussi. Est-ce que pour toi, les neurosciences sont, c'est, on ne peut pas en faire l'impasse? Alors, moi, comme ma phrase fétiche, c'est la diversité crée la richesse. Mhm. Je pense que quand on apprend, on est riche de toutes les composantes qu'on va pouvoir balayer. Donc, évidemment que si on se place purement et simplement un petit peu au bord du champ, on pourrait faire l'impasse des neurosciences parce que même par exemple ce qu'on dit sur le stress, là, Dodson est un médecin qui, dans les années, en 1906, je crois, ou un truc comme ça, il a créé la courbe du stress et il a prouvé que les gens étaient le plus performants quand ils étaient dans un état de stress optimal. C'est-à-dire qu'en termes de performance et en termes de stress vécu, de facteurs stressants, eh bien, il y a un moment donné où on est au maximum de notre performance et que donc c'est important de monter dans ce stress-là et de le faire monter, donc de faire monter cette noradrénaline et que ça ne se transforme pas en adrénaline tout le temps pour pouvoir être au maximum de notre performance. Donc en fait, depuis toujours, il y a des personnes qui, de manière empirique, expliquent, Antoine de la Garandrie et la gestion mentale, quand on prend Gardner avec ses intelligences multiples, explique qu'il se passe des trucs dans notre cerveau qui sont récurrents, qu'on pourrait travailler, que si on appuie là-dessus, etc. Et pas que dans notre cerveau, évidemment, dans notre corps aussi. En hypnose, les états modifiés de conscience, enfin, élargie de conscience, j'en parle même pas, mais tout ce qu'on peut faire dans la méditation, le bon que ça apporte à notre cerveau, tout ça, effectivement, ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire c'est totalement empirique et aujourd'hui, les neurosciences viennent apporter un peu plus la preuve qu'il y a effectivement des leviers sur ces champs-là. Donc, ça, quand par exemple, je sais pas, on fait de la PNL ou de l'hypnose ou de l'EMDR ou de l'EFT, bref, enfin tout ce qu'on veut, ça va participer à notre mieux-être, c'est certain. On va pouvoir comprendre des points, c'est certain. Mais plus on aura des points de vue différents, plus déjà on va pouvoir s'approprier ce qui est confortable pour nous et ce qui va pouvoir, et ce avec lequel on va être le plus à l'aise. Et en plus de ça, il y a des choses qu'on n'aura peut-être pas compris exactement comment ça se passe. Ah bah oui, en PNL, on fait des ancrages émotionnels. Super. Le cerveau, il a quoi? Des processus automatisés. Super. Mais par exemple, les neurosciences, elles vont nous permettre de comprendre que dans les profils émotionnels, quand on fait plus travailler notre cortex du côté gauche, on va être plus capable de relativiser une situation, de prendre du recul sur une situation et donc de gérer notre frustration et choisir la stratégie qui serait le plus adaptée à la situation. OK. Si on fait plus fonctionner notre limbique droit de l'autre côté et qu'on fait moins fonctionner notre cortex gauche, c'est le genre de situation, ces situations d'urgence où il faut prendre du recul, faire un choix, etc., qu'on n'est pas trop capable de gérer. Pourtant, on peut apprendre à le faire. Et ça, les neurosciences, du coup, elles vont nous donner des points d'appui parce qu'on a des exercices typiquement cortex gauche qui vont nous emmener à faire travailler une autre partie de notre cerveau. Et ça, c'est les neurosciences qui nous ont fait comprendre, par exemple, que la plasticité cérébrale existait, qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait. Ce n'est pas le seul champ d'application, mais ça participe. Donc non, ce n'est pas suffisant. Non, on n'est pas obligé de passer par là. Mais oui, ça peut étayer le champ de nos apprentissages et de nos outils, en tout cas. C'est clair et net. C'est clair et net. Est-ce que tu as un rêve, hein? Un rêve pour aller encore plus loin? Donc là, il faut encore une semaine, du coup. J'ai des tas de rêves.
J'ai des tas de rêves, plus ou moins réalisables. Il y en a qui sont tout simples et que je sais qui sont assez facilement réalisables, par exemple comme partir en Nouvelle-Zélande. Mm. J'ai un rêve, c'est que les gens s'aiment, donc ça, bon, je crois que je vais mourir avant. Dans le monde, alors ça fait un peu Miss France, j'ai dépassé l'âge, et j'ai des rêves tout à fait personnels qui vont permettre d'impacter certainement le plus grand nombre. Alors mon prochain gros et grand rêve qui me fait terriblement peur, c'est la scène de l'Olympia à la fin de l'année 2022. Donc voilà, je me dis que faire rire en même temps 2800 personnes en parlant d'émotions et surtout dans un contexte très particulier qui va parler d'alchimie, je ne divulgue pas beaucoup parce que voilà, mais en tout cas qui va être quelque chose que je travaille depuis des années et qui va peut-être plus parler des sorciers que du loup, parce que moi je suis un peu bloquée sur le loup dans mes spectacles avec les émotions, et ça c'est un rêve de fou qui va coûter beaucoup d'argent, qui va demander beaucoup d'énergie, qui va mobiliser beaucoup de personnes et qui me paraît très inaccessible, mais au bout du bout, je sais que c'est accessible. Donc, je suis en train de le transformer en objectif pour pouvoir le transformer en plan d'action, en fait. Alors ça, c'est vraiment un rêve qui me tient à cœur et j'ai toujours, en parlant de rêve, cette phrase-là qui me revient de mon parrain et qui dit, alors c'est une citation, mais je ne sais plus de qui exactement, qui dit un rêve, c'est quelque chose de beaucoup plus grand que les capacités actuelles que nous avons pour le réaliser. Autrement dit, quand on pense à un rêve, il nous paraît impossible parce qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui de le réaliser. On n'a pas tout ce qu'il nous faut. Donc, si un rêve ne nous fait pas suffisamment peur, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment grand pour nous. Donc, je pense que l'Olympia, ça me fait suffisamment peur. Là, je verrai les autres après, mais du coup, c'est mon prochain rêve. C'est un rêve et un super projet, en tout Ouais, cas. ouais, ouais. Bravo. Merci. Ouais. Mais ça, c'est vraiment un rêve, un beau rêve. On arrive au bout, ça passe très vite. Et j'avais encore plein de choses, mais bon, on a même dépassé là. Donc, on arrive au bout de notre entretien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Je crois que tout a été dit par rapport aux questions que tu m'as posées. La seule chose que je peux juste donner aux personnes, c'est que cesser de prendre la vie au sérieux parce que de toute façon, on ne s'en sortira pas vivant. C'est quelque chose de sûr, en tout cas dans cette vie-là qu'on connaît. Et que donc, voilà, tout est sérieux et en même temps, rien ne l'est. La vie est un grand jeu et c'est très bien comme ça parce que dans un jeu, il y a des règles, il y a des joueurs, il y a des stratégies. On peut gagner, on peut perdre, on peut recommencer. Donc, et on peut même changer de jeu d'ailleurs. Donc, tant qu'on peut faire ça, profitons-en. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup, Béatrice, pour le temps que tu m'as accordé, pour cet échange qui a été riche d'enseignements. Et j'espère que tout le monde trouvera autant de richesses que j'ai pu trouver. Merci pour la générosité de cet échange. Je te souhaite une Merci à très toi. belle soirée et à très Ouais. bientôt. Alors juste, je mets une petite chose que je dis toujours à la fin de mes conférences. C'est toujours ça. Souriez, vous êtes filmé. Parce que si vous ne savez pas par qui, l'univers, lui, le sait. Voilà. Merci infiniment, Vincent, pour ta confiance et pour ce temps partagé. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui nous écouteront et je leur souhaite du plaisir. Voilà. Au travers de cet échange.